Hello les amateurs du 7e art. Dans un instant, nous allons recevoir Patrick Borg, la voix française de Son Goku, adulte. Cette interview se passera en 2 parties. Je vous laisse avec la première partie. Le 7e art à domicile. Le 7e art à domicile sur Jesseline TV. Bonjour Patrick Borg, Bonjour Jonathan. pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Patrick Borg, je suis comédien, j'ai 66 ans actuellement et j'ai commencé mon métier de comédien par le théâtre en 1967 au Théâtre de la Ville à Paris. Comment Et êtes-vous? ensuite, tout en jouant aux Têtes de la Ville, je jouais avec un comédien célèbre qui s'appelait Fernand Sardou, qui n'est autre que le papa qui était, puisqu'il est décédé depuis de nombreuses années, qui était le papa donc de Michel Sardou, et qui avait dit à mon père, qui venait me chercher le soir au théâtre, René, je connais pour ton fils des sociétés de doublage qui cherchent des voix d'enfants. Et voilà, donc j'ai fait mon premier doublage, j'avais 10 ans, donc en 1967. Voilà, j'ai mon premier doublage. Et puis après, ça s'est enchaîné. À l'époque, il y avait beaucoup moins de travail parce que d'abord, il n'y avait qu'une chaîne, la Une. Et donc, on doublait, il y avait très peu de séries quand même, peu de téléfilms à doubler. Et c'était donc souvent sur des films cinéma et puis les quelques séries qui existaient comme le Flipper le Dauphin, où j'avais eu l'occasion de travailler pour faire un petit guest, c'est-à-dire il y avait dans cette vieille série le père, la maman et les 2 garçons, et j'avais des copains, ben voilà, je faisais un des copains par moment. Et 35 ans après, même 40 ans après, ce qui était amusant, il y a eu une nouvelle série sur Flipper le Dauphin. On m'a fait passer des essais sur le personnage principal qu'était le père. Et c'était drôle pour moi, 40 ans après, de me dire, bah tiens, je me retrouve sur une nouvelle série de Flipper le Dauphin, qui est la série sur laquelle j'ai commencé le doublage étant enfant. Ah oui, c'est pas mal ça. Oui, c'était amusant. Quel a été votre premier doublage? Ben, mon premier doublage, je crois justement, alors je suis plus sûr exactement, mais je me demande si c'était pas sur la série Flipper le Dauphin. J'en ai peut-être fait un ou deux avant, mais alors donc, vous savez, de ce que j'ai fait à cette époque, c'est-à-dire il y a 56 ans, j'ai fait tellement de doublages après et de plein d'autres choses, de voix off, de documentaires que j'ai enregistrés, ensuite les jeux vidéo quand c'est apparu il y a quelques années. Donc j'ai du mal à me souvenir de toute ma carrière parce que j'ai quand même enregistré énormément de choses. Mm. Et d'ailleurs, très souvent, quand je veux savoir quelque chose, je vais sur Wikipédia où les fans qui connaissent ma carrière mieux que moi notent les films sur lesquels j'ai doublé des comédiens et souvent je fais ah bah tiens j'avais fait ça, je ne m'en souvenais plus. Ah bah oui, les fans, ils, Bah ils aiment oui, bien c'est pas regarder. évident de se souvenir de Mm. 56 ans de carrière. C'est comme si on demandait à un ébéniste qui a commencé 56 ans avant, quels ont été les premiers meubles que tu as fabriqués. Pas évident de se souvenir puisqu'il en a fabriqué des milliers, quoi. C'est C'est la sûr. même chose. Mm. Alors, comment vous êtes rentré dans le doublage? Alors, ben, c'est ce que je viens de dire. C'est Fernand Sardou qui, justement, donc, avait dit à mon papa, je connais une société de doublage qui fait Et puis voilà, j'avais appelé ces gens qui m'a dit, bah, écoutez, oui, on souhaiterait vous rencontrer. Je les ai rencontrés. Ils m'ont fait passer un essai, puisqu'on passe des essais. On est plusieurs jeunes comédiens et j'avais eu la chance d'être choisi. Et puis après, un premier film ou une première série, puis une deuxième, puis après les gens du métier vous connaissent, on parle de vous, puis ensuite ça fait boule de neige un petit peu comme dans tous les métiers, quoi. Vous êtes la voix régulière de Son Goku. Comment vous avez été Ouais. choisi?
Alors sur Son Goku, ce qu'il faut savoir, bon, donc c'est Brigitte Lecordier qui le fait lorsqu'il était enfant. Ensuite, c'était mon ami Thierry Redler qui avait commencé le personnage de Son Goku qui devenait adulte. Thierry Redler est pris à l'époque pour tourner dans Les Filles d'à côté. Il me dit, attends, je tourne tous les jours, là, je n'ai plus le temps d'enregistrer. Donc, il en parle au directeur artistique en disant, voilà, moi, je ne peux plus, je suis obligé d'arrêter. Mais Patrick, on a une voix assez proche l'un de l'autre, en tout cas à l'époque, et Pierre Trabeau, donc qui était le directeur artistique et la voix de Tortue Géniale après, puis ensuite malheureusement Pierre est décédé. Voilà, dit oh bah ce sera très bien, ok pour Patrick et voilà. Donc Thierry Redler a dû enregistrer, je sais plus 3, 4 épisodes, 5, je me souviens pas exactement du nombre. Et donc moi j'ai commencé, donc ça doit faire maintenant, je sais pas, 35 ans, 34 ans, 36, je ne sais plus exactement à quelle époque il est arrivé quand il était adulte. Alors, c'est bon, on peut y aller. Aïe, Goku, décidément ton impatience est un véritable problème. Je ne suis plus très sûr de vouloir t'emmener avec moi. non, tu peux pas dire ça. T'étais d'accord pour devenir mon entraîneur. Je sais, mais je pense que j'ai eu tort. Puis ensuite, j'ai fait tous les épisodes jusqu'à présent, ainsi que les films comme Broly, le dernier là qu'il y a eu, dont j'ai oublié le nom. Vous vous souvenez peut-être, Jonathan, le dernier film là, qui a eu... C'est, je crois, un Dragon Ball Super, ou je sais plus. Je crois que c'est ça. Et voilà. Et là, ce que je sais maintenant, au Japon, il a été tourné une nouvelle série de 100 épisodes sur Dragon Ball. Et donc, nous attendons la France, mais on ne sait pas encore. Normalement, ça devrait se faire là, cette année en 2024. Donc, on repartirait pour une nouvelle aventure de 100 épisodes à enregistrer. Voilà. D'accord. Alors. Ah oui, c'est dingue. Hein. Quand j'ai commencé à le doubler, j'avais 30 ans. J'ai eu 66 ans le 6 août dernier. Si on m'avait dit qu'à 66 ans, je continuerais à enregistrer dans des Dragon Ball et hurler Kamehameha, à l'époque, je me serais marré en disant, mais non, c'est pas possible. Ça va faire quand même 3 générations. On arrive à la 4e génération. Et ce qui est étonnant, ce qui nous étonne tous, nous autres les comédiens, qui avons eu la chance d'être pris sur cette série à succès, c'est justement cet étonnement de se dire, alors que ça plaise à une génération, une deuxième, mais là on arrive à 4 générations, et que ça a toujours autant de succès. C'est ça qui est merveilleux. Et ça, c'est une aventure merveilleuse, d'abord avec de bons amis, parce que je trouve là que tous les comédiens, c'est vraiment, on est tous... ça pourrait être des gens avec qui on est copains de travail, mais non, on a vraiment une bonne amitié entre nous, et voilà, on est les premiers étonnés du succès de cette série, et de se retrouver des années après, là, de repartir encore, c'est plutôt une chouette aventure. Ah ben ça, c'est une grande famille, le doublage. Oui, oui. Alors, et pour celle de Angel, comment vous avez été choisi? Alors Angel, c'est pareil. Un jour, il y a eu des essais. Philippe Pétieux, qui dirigeait la série, donc on lui a demandé des essais. On était, je sais plus, 4 ou 5 comédiens, dont je faisais partie, qu'il avait casté. Ces 5 comédiens ont passé les essais et j'ai eu la chance d'être pris. Voilà. Comme il y a eu des moments où je n'ai pas eu la chance d'être pris, mais c'était un copain qui a été pris à ma place et j'étais ravi pour lui, même si on fait « Oh mince, j'aurais bien fait cette série, j'aimais bien ». Et voilà, donc j'ai été choisi et j'ai commencé donc à doubler Buffy contre les vampires. Ensuite, s'est enchaîné Angel. Ensuite, il y a eu la série Bones pendant 12 ans. Et ensuite, il y a eu les SEAL Team. Qu'est-ce qui se passe? Rien, ne t'inquiète pas. J'ai dû... D'où reviens-tu? Je suis retourné voir les oracles. Je leur ai demandé de me reprendre. Quoi? Que j'ai arrêté il y a 2 ans parce que j'étais plus d'accord avec les tarifs et non pas que j'ai décidé d'arrêter, mais quand j'ai demandé cette augmentation et au bout de 30 ans que je doublais ce comédien, que j'avais été le seul à doubler. Il y a des moments, il y a des comédiens américains, on a été plusieurs à les doubler et qu'on m'a dit bah non, c'est à prendre ou à laisser. Je fais bah je vous remercie de votre délicatesse, eh bien je laisse.
Et là, il y a eu une pétition qui s'est faite avec, je crois qu'il y a eu 6 ou 7 000 signatures en disant mais c'est pas possible. Je dis mais vous savez, ils ne bougeront pas. Pour autant, ils s'en foutent. Et ça, bon, bah voilà. Il y a des fans qui me disent mais c'est un manque total de respect vis-à-vis du public. Je dis écoutez, que je sois d'accord ou pas avec vous, écrivez dans ce cas la production, mais je doute qu'ils changent leur avis. C'est comme ça, ce sont les clients, ce sont eux qui décident. Quand on signe un contrat, ils nous font bien signer comme quoi nous ne sommes propriétaires de rien, c'est-à-dire que ça leur laisse la possibilité de continuer à nous prendre ou de se séparer de nous, nous pareil, de nous séparer d'eux au moment où on le désire ou au moment où eux le désirent. Ben voilà. Ah oui. Alors, quel est pour vous le personnage le plus facile à doubler? Oh, le plus facile à doubler, je sais pas. Il y en a eu plein de plus faciles à doubler, comme il y en a eu plein de très difficiles à doubler. Mais généralement, justement, quand c'est très difficile à doubler, c'est plus intéressant parce que c'est un jeu d'acteur. Ben voilà, faut chercher des choses, c'est compliqué par moment, donc c'est intéressant de trouver justement à essayer de vaincre cette complexité pour que ça colle parfaitement à l'image et qu'on ait l'impression que c'est le comédien qui est américain qui parle en français. Et quand ça ne se voit pas et quand ça ne s'entend pas un doublage, je dis c'est gagné, c'est merveilleux. Ça veut dire que le public regarde un acteur américain qui parle en français, il a l'impression qu'il parle français. Voilà, et là ça devient, si ça a été bien joué, si c'est bien synchrone, eh bien ça devient ce qu'on appelle un bon doublage. C'est comme lorsqu'on me pose cette question que vous alliez peut-être me poser, donc j'y réponds tout de suite, où on me dit souvent Patrick, quel est ton meilleur souvenir? Quel est le comédien que tu as préféré doubler? Je suis incapable de répondre parce qu'il n'y en a pas eu qu'un. Il y en a eu beaucoup. David Boreanaz, par exemple, bien évidemment, parce que c'est 30 ans, je l'ai vu évoluer dans son métier en tant que comédien, dans les différentes séries qu'il jouait donc bien évidemment différemment, puisque il interprétait des personnages et des caractères différents. Donc ça, c'était très intéressant de suivre quelqu'un. Et j'ai eu la même chose avec Reeves, donc ex-Superman dans la série Smallville. Activation de l'écran. Ça te semble familier? Qu'est-ce que c'est? Un message qui vient des étoiles. À la fin de sa vie, il est mort d'ailleurs pendant malheureusement le tournage de cette série. Et on était sur le plateau quand un matin, la directrice de production française est venue nous dire bon, on a reçu un mail, Christopher Reeves est décédé cette nuit. Ça a été terrible pour moi de le doubler les journées et les semaines qui suivaient, de me dire mince, je double ce garçon, hein, il est décédé quoi, parce que en plus il était dans sa chaise roulante, trachéotomisé, enfin déjà il y a une souffrance par rapport à ce pauvre garçon, cet accident de cheval qu'il avait eu terrible et où il s'était retrouvé tétraplégique. Donc bien évidemment, voilà. Donc il y a après dans les moments de bonheur, il y a eu des téléfilms comme Hot Shot. Charlie Sheen. Être un cheval, il y a des fois où ça me plairait bien. Trooper, où je doublais Charlie Sheen, que j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que ce sont deux films cinéma complètement hallucinants, complètement déjantés, qui est une parodie géniale, et où je me suis beaucoup amusé parce que j'avais trouvé ça déjà très drôle en visionnant le film, et c'était vraiment très sympathique à faire et à enregistrer. Mais voilà, il y en a eu plein de films comme ça, dont certains même je ne me souviens pas, où je me souviens pas des titres, et donc il va m'être difficile d'en parler, mais j'ai en mémoire. Oui, il y a eu plein de personnages que j'ai eu la chance de doubler, de comédiens, de grands comédiens, et ça, c'est tout simplement des petits cadeaux de la vie. Voilà, j'ai été pris. Par moment, il y a des films, je me suis dit, oh, qu'est-ce que j'aimerais faire ce film. J'espère que je vais obtenir ces essais. Et puis, c'est un copain qui avait été choisi. C'est très bien. Après, de toute façon, quand ils mettent des gens sur des essais,
ce ne sont que de bons comédiens. Après, c'est subjectif, c'est le client qui va dire, bah tiens, je préfère la façon dont joue ce comédien sur ce comédien américain, ou je préfère aussi le timbre de voix, parce que ça joue aussi. Enfin voilà, c'est plein de petites choses, mais là, ça ne nous appartient pas, puisque c'est le client qui, avec ses émotions, va décider. Mais de toute façon, quand il a 5 essais, il a 5 professionnels qui ont du talent, et après il choisit un de ces 5-là. Par moment, ça tombe sur soi, et par moment, ça tombe sur l'autre copain qui a passé les essais. Et moi, je suis toujours ravi quand un copain, de toute façon, est pris, même si, par moment, je fais « Ah mince, j'aurais bien aimé faire ce film-là ». Bon, voilà, mais il y en a d'autres que j'ai fait, que des copains n'ont pas fait, et eux aussi ont eu cette frustration en disant « Bon, bah c'est Patrick qui a été choisi ». Voilà, c'est la vie, c'est notre métier. Si on ne veut pas avoir ce problème, ben on refuse les essais, comme ça on est sûr de ne pas le faire. Mais au moins, il n'y a pas la frustration de se dire, bah tiens, j'ai passé les essais, mais je n'ai pas été pris. Voilà. Ça fait partie du jeu, c'est normal. Comme on va passer un casting, quand on tourne un film, à moins que le réalisateur vous veuille, vous, absolument, mais très souvent, il y a ce qu'on appelle des essais caméra, c'est-à-dire que vous avez appris le texte chez vous, il y a 1, 2, 3 ou 4 scènes à jouer, et vous les jouez devant une caméra, et là, le réal va regarder et va choisir le comédien qui l'aura touché le plus, qui sera pour lui celui qui est le plus proche du rôle qu'il aura interprété. Et voilà, c'est pour ça que je dis ce sont des choix, c'est très personnel, ça dépend de la sensibilité du réalisateur. Vous mettez 4 réalisateurs, il y en a un qui va me choisir moi, il y a un autre réalisateur qui va choisir un copain. C'est pour ça que je vous dis, tout ça est très subjectif, c'est une question de désir. Il y a des gens avec qui on préfère travailler qu'avec d'autres, ou des gens dont on préfère à talent égal, mais on préfère ce talent-là. C'est sûr. Alors, comment voit-on que le comédien de doublage, il est bon dans ce qu'il fait? Comment on voit qu'il est bon dans ce qu'il fait? Ben, c'est quand il est capable de rejouer. Ce qu'il faut savoir, c'est que le doublage, on n'est pas là pour créer, entre guillemets. C'est-à-dire que le film a déjà été tourné. Il y a un comédien qui joue, il y a un comédien qui, lui, l'a joué de telle et telle façon. Nous, on est là avec notre sensibilité, bien évidemment, pour essayer de se rapprocher au maximum, devenir une espèce de caméléon, pour rejouer les scènes avec la même émotion et le même sentiment que le comédien qui est à l'image. Il n'est pas question de se dire, bah, tiens, c'est vachement bien comme il a joué cette scène. Mais moi, j'aurais préféré la jouer comme ça. Il serait possible. Mais non, là, c'est pas possible parce qu'il y a une image, lui, il l'a joué comme ça. Voilà. Donc, quand il pleure, on doit pleurer. Quand il rit, on rit. Et quand il a des angoisses, on a des angoisses. Voilà. C'est-à-dire qu'on doit se suivre, nous, si vous voulez, se calquer complètement. C'est pas du karaoké, hein, loin de là. Mais dans notre jeu d'acteur, de retrouver l'humeur de ce comédien. Et l'humeur, elle sort de l'œil du comédien. Il n'y a pas que la voix, c'est son œil d'abord qui envoie des sentiments. Et on doit, voilà, se mettre complètement dans sa peau, inspirer comme lui, expirer comme lui, de véhiculer les mots avec le même débit. Si vous avez un comédien à doubler qui parle très très vite, eh bien il va falloir jouer la scène également en parlant très très vite. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas libre comme lorsque l'on tourne. Quand on tourne, mon débit, je vais vous dire, bon, alors Jonathan, ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à... Je peux vous le dire comme ça. Oui. Je peux dire, bon, alors Jonathan, ce dont on avait parlé aujourd'hui, il faut que... On peut le jouer comme ça aussi, pourquoi pas? C'est autre chose. Mais là, en doublage, on peut pas se dire, bah tiens, moi je vais le faire très rapide ou très lent. Non, non, on doit le faire comme lui, il l'a fait. S'il l'a joué lentement, la scène, on doit la jouer lentement. Et retrouver l'émotion qu'il a mise dans cette scène. C'est se mettre complètement à la disposition de l'acteur. C'est ce que je disais au début. Un bon doublage, c'est quand ça ne se voit pas, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de mouvement de lèvres à vide, qu'on a l'impression que c'est lui qui parle et qu'on soit dans la même émotion que lui. Et de plus encore maintenant,
puisqu'à l'époque, les gens n'avaient qu'une version française. Maintenant, faut pas oublier que lorsque des gens, le public, achètent un DVD, par exemple, ils ont la possibilité de switcher entre l'anglais et le français. Donc, il faut qu'on soit très proche. Sinon, ils vont dire, bah ouais, mais moi, je préfère l'anglais parce que, alors, en français, c'est pas du tout pareil. Mais non, ça doit être complètement pareil en français. En tout cas, le plus proche possible de l'anglais. Voilà. C'est que l'anglais a une musicalité. La langue française a une autre musicalité et à nous de nous adapter grâce à un auteur, adaptateur, qui va faire une très bonne adaptation respectant les labiales, les P, les B, les M, qui se voient à l'image, c'est-à-dire d'écrire en français et remettre tous ces appuis en place. C'est un sacré boulot, faire une bonne adaptation. Croyez-moi que c'est très, très difficile. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs qui excellent dans ce domaine. Après, il y en a de moins bons. On dit toujours, ouais, les auteurs, c'est moins bien. Je dis, mais il y a des comédiens aussi, c'est moins bien. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est comme dans n'importe quelle profession. Il y a de bons médecins, il y en a de moins bien. Il y a de bons électriciens, il y en a de moins bien. C'est valable partout. Il y a toujours un être humain derrière avec sa sensibilité, sa fragilité. Voilà, ce qu'il faut, c'est essayer de faire un bon doublage, c'est d'essayer de trouver les comédiens qui vont se calquer, qui vont correspondre le mieux au rôle du personnage américain et un auteur aussi qui va faire une adaptation remarquable pour que ça ne se voit pas au niveau du diptyque de la synchronisation, mais aussi de trouver des équivalences dans le texte. C'est pour ça qu'on dit adaptateur. Il ne suffit pas simplement de réécrire. Non, 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 vous avez des mots en français qui ne collent pas sur l'anglais. Donc il faut trouver un synonyme ou un autre mot pour que ça colle avec le mouvement des lèvres. Donc c'est un sacré, sacré boulot. Oui. C'est un métier merveilleux, l'adaptation. Oui. Et si l'adaptation n'est pas bonne, ben on va avoir, nous, du mal à être bon. Vous savez, Jean Gabin disait toujours, une fois où il était interviewé par un journaliste, le journaliste lui dit, Monsieur Gabin, quand même, vous êtes quand même un comédien extraordinaire. Gabin sourit et lui dit, Monsieur, pour faire un bon film, il faut 3 choses. Le journaliste l'écoute. Il lui dit, la première chose, c'est un très bon texte. La deuxième chose, c'est un très bon texte. Et la troisième chose, c'est un très bon texte. Il avait tout dit. L'air de dire, vous pouvez donner à l'acteur le plus merveilleux du monde, s'il n'a rien à défendre, si l'histoire est totalement inintéressante, et des trucs, il tirera pas l'épingle de son jeu. En revanche, quand vous avez un sujet fort, remarquable, où il y a vraiment des choses à jouer, il fait, ben, si vous avez un bon comédien, ça va devenir extraordinaire. Mais avant, il faut d'abord avoir un très bon texte. C'est comme, vous prenez le plus grand des violonistes, eh bien, faut qu'il ait un excellent violon. Voilà. Oui. Sinon, ce sera toujours un excellent violoniste, mais avec un instrument un peu moins bien, et il pourra pas faire sortir toutes les émotions de son instrument. C'est exactement la même chose. C'est valable en compétition automobile. Prenez le plus grand des coureurs automobiles, s'il y a une bagnole qui avance pas, il sera derrière. Et pourtant, c'est le plus grand. Et voilà. Faut que, si vous voulez, le doublage, comme dans toute chose, faut qu'il y ait un très bon ingénieur du son, un très bon ingénieur du son, faut qu'il y ait un très bon mixage, mais ça commence d'abord, puisque le b.a.-ba, ça commence d'abord par le texte, par l'adaptation. Viennent ensuite les comédiens qui enregistrent, ensuite avec l'ingénieur du son, qui va faire les prises, lui aussi très important, savoir s'il doit monter son volume, le baisser, les trucs, s'il y a un personnage qui parle au loin ou celui qui parle en premier plan, donc il va déjà équilibrer au maximum son son en enregistrant. Ensuite, ça passe au mixage, où on va équilibrer tous les sons, les bruits de porte, le bruit du vent, les bruits extérieurs, la voix des comédiens, la musique. Pour en faire, ça devient l'ingénieur du son qui va faire le mixage. C'est une espèce de chef d'orchestre, c'est-à-dire de mettre
tous les instruments au niveau, tous les sons que l'on entend pour qu'on les entende tous, certains un peu plus forts, d'autres un peu moins forts. Ça aussi, c'est extraordinaire comme métier, ingénieur du son. Et tout ingénieur du son vous dira la plus jolie partie, enregistrer les comédiens, c'est sympa, on est avec les comédiens sur le plateau, c'est très sympa. Mais le véritable travail, c'est pendant le mixage. C'est là où vraiment ils expriment leur art. Oui, oui, c'est sûr. Et c'est pour cette raison-là que nous nous battons actuellement, et les ingé-sons et les artistes en général, qu'ils soient comédiens, graphistes ou n'importe quoi, contre l'IA. Parce que l'IA ne reproduira que ce qu'on lui mettra dans la tête, qu'elle pourra développer, le truc. Mais il n'y aura jamais cette humeur, il n'y aura pas d'âme. C'est froid, une machine. Il n'y aura pas les émotions. Exactement, il n'y aura pas ces émotions. L'émotion, c'est quelque chose qui appartient à l'humain. Une machine n'a pas d'émotion. Une machine va faire, alors, à la vitesse de la lumière, certainement, des calculs, des trucs, des machins, mais elle rendra jamais l'émotion d'une voix. Les hésitations, qui peuvent être très jolies, une hésitation, les silences dans une phrase de... Comment vous dire ça? Vous voyez, toutes ces petites choses, ce sera, on pourra le faire des inspires, des expires, mais ce sera froid, ce sera mécanique. Bien sûr que là, grâce à l'IA et les ordinateurs, on peut faire des images, des trucs complètement insensés, des machins, mais l'émotion, le truc, là, non, pas ça. Pas ça. Et c'était la première partie de cette interview. On se retrouve bientôt pour la deuxième partie.